En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir trois historiens. L'universitaire Éric Anseau qui signe une histoire de la nation française chez Talandier. Le journaliste au Figaro, rédacteur en chef Histoire du Figaro, Guillaume Perrault, qui signe un voyage dans l'histoire de France, c'est aux éditions Perrin, collection Tempus, et Arthur Chevalier, l'histoire à l'épreuve des émotions, c'est aux éditions du Cerf. Vous l'avez compris, nous parlerons ce matin de l'histoire de France. Peut-on encore aujourd'hui raconter l'histoire de France ? Comment raconter l'histoire de France? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur notre présent? Tout de suite, les réponses d'Éric Anseau, Guillaume Perrault et Arthur Chevalier. En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Guillaume Perrault, Arthur Chevalier, Éric Anseau, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir et désolé d'être à distance. Oui, Éric Anseau, effectivement, on le signale à nos éditeurs, qui est en direct de Perros-Guirec, mais qui a pu être avec nous. Éric Anseau, c'est bien que vous ayez pris la parole parce qu'on commence tout de suite avec vous. On va parler d'histoire tout au long de cette émission, mais aussi se demander comment dans une société de plus en plus archipélisée, on peut raconter l'histoire et singulièrement notre histoire. Vous vous êtes attelé à un défi ambitieux, c'est-à-dire raconter l'histoire de la nation française. Vous avez eu d'illustres devanciers, mais comment on s'y prend aujourd'hui? C'est compliqué, c'est un sujet très piégeux parce que très orienté, très, je dirais, idéologisé aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, à gauche en général, je ne mets pas bien évidemment toute la gauche dans le même panier, mais il y a une forme de déconstruction de la nation. Et puis à droite, une forme d'identité nationale. On tend à droite et à l'extrême droite parfois à l'essentialiser. Or, c'est ce qu'on va sans doute voir dans votre émission. La vérité se situe quelque part entre les deux. Il y a une part de vérité que détient chacun, mais pas la totalité. Et effectivement, ce sujet a été traité dans le passé, en particulier sous la Troisième République. J'ai eu d'illustres devanciers, Gabriel Hanotaux, Charles Seignobos, mais en fait, sauf Pascal Horry, qui l'a traité dans une perspective mondiale, il n'avait pas vraiment été traité par des universitaires dans une perspective française depuis un demi-siècle, en fait. Comment vous l'expliquez justement que ça n'avait pas été fait depuis un demi-siècle? Il y avait une timidité, la peur justement d'être accusé d'appartenir à un camp plutôt qu'à un autre? C'est exactement ça. Les universitaires, vous savez, sont des gens extrêmement méfiants. Ils craignent pour leur carrière, je pense. Et voilà, l'universitaire de gauche a peur de décevoir la droite et inversement, voire son camp quand il est honnête. Donc, c'est sans doute pour ça que le sujet n'avait pas été traité, sauf par quelques collègues. Je pense à Jean-Noël Jeanneney ou j'évoquais tout à l'heure Pascal Horry, qui sont plutôt, alors je ne leur fais pas injure, ce sont deux amis, mais plutôt en fin de carrière, ou Pascal Horry, bien évidemment, on va pas se cacher derrière son petit doigt, qui briguait à ce moment-là une entrée à l'Académie française. Et donc, quel plus beau sujet pour entrer à l'Académie que de traiter la nation. Guillaume Perrault, voyage dans l'histoire de France. Alors, ce sont des grands textes que vous avez écrits pour Le Figaro, dans lequel vous alternez finalement, enfin, vous faites un voyage au cœur de l'histoire de France, mais aussi pour parler des grands sujets d'actualité. Mais d'une certaine manière, est-ce que vous n'avez pas essayé de dessiner à votre manière une forme d'histoire de France ? Ce que j'ai voulu faire, c'est m'efforcer de faire preuve de délicatesse, parce que c'est souvent ce qui manque, je crois, dans la présentation de certains épisodes de notre passé. Et il y a une différence entre l'histoire grand public et l'approche universitaire, c'est que, l'universitaire tendra spontanément à souligner les différences entre les époques. Et par exemple, si on étudie, eh bien, je vais prendre un exemple extrême des histoires d'amour au cours des âges, l'universitaire aura pour premier réflexe de vous expliquer que l'amour sous l'Antiquité, c'est pas la même chose que l'amour au Moyen-Âge, c'est pas la même chose que l'amour au XVIIIe siècle, c'est pas la même chose que l'amour aujourd'hui.
Alors qu'une approche plus grand public de l'histoire, et qui n'est pas une approche romanesque, qui est une approche tout à fait sérieuse, qui s'appuie sur des livres universitaires, mais une approche plus grand public tendra plutôt à insister sur les aspects de permanence de la nature humaine, et donc de ce qui peut nous rapprocher des gens qui ont vécu avant nous, il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et en racontant des histoires, en mettant en scène des hommes et des femmes qui ont vécu il y a plusieurs siècles, on peut intéresser le lecteur d'aujourd'hui à leur sort. Et on peut nous guérir de l'indifférence qui nous guette envers nos devanciers. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Ça, évidemment, la limite de cette approche, c'est le risque de l'anachronisme, c'est-à-dire plaquer nos sentiments contemporains sur ceux qui ont vécu avant nous. Le grand danger de l'histoire, c'est l'anachronisme. Je m'efforce d'y résister, tout en essayant de voir les échos qui peuvent se déceler, se constater entre le passé et le présent. Merci Guillaume Perrault. Arthur Chevalier, vous avez écrit l'histoire à l'épreuve des émotions. Est-ce que on a parlé de la difficulté de raconter l'histoire de France aujourd'hui, de la volonté de s'adresser au grand public en leur parlant aussi de leur présent, mais sans tomber dans l'anachronisme? Est-ce que l'histoire, c'est aussi une affaire d'émotion? Et comment on fait quand on est historien ou passionné d'histoire pour traiter cette matière sans tomber justement dans l'émotion, particulièrement quand on parle de l'histoire de France? C'est-à-dire que l'histoire, mais comme tout dans la vie, l'être humain pense qu'il est très rationnel et que tout ce qui se passe autour de lui, il l'a bien décidé, bien organisé. On vit avec cette fiction au quotidien, à l'échelle individuelle, à l'échelle des États, à l'échelle des méga-États et de l'Union européenne et de l'ONU. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tout est très très anarchique et la lecture et la façon dont les gens vivent l'histoire, elle est beaucoup plus spontanée qu'on ne le pense en fait. Et les régimes politiques pensent qu'ils peuvent expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser ou pas penser. Ils pensent qu'on peut expliquer à un peuple comment est-ce qu'il doit se raconter son histoire de France. La vérité, c'est que les peuples décident très personnellement de ce qu'ils veulent dans leur histoire et de ce qu'ils veulent pas en fait. Bien sûr qu'il y a des grandes prétentions des gouvernements, des ministères, des chefs d'État, aussi puissants soient-ils pour ça. Moi, j'ai juste voulu montrer qu'en fait, si on regarde de près, la France s'est choisie très personnellement et très spontanément ce qu'elle a voulu avoir dans son histoire et ce qu'elle n'a pas voulu. Il y a des trucs qui ont très bien fonctionné et il y a d'autres choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Vous voyez, par exemple... Alors, j'allais vous demander des exemples. Quand Napoléon Bonaparte veut se faire sacrer empereur, d'accord? Bon, très bien. Il y a toute une série d'événements qui sont prévus, qui vont autour de cette cérémonie à Notre-Dame qui aura lieu le 2 décembre 1804, comme vous savez. Bon, dans son programme, il y a une chose qu'il veut absolument faire, c'est restaurer la figure de Charlemagne parce qu'il veut créer un effet de comparaison avec lui. Bon, il organise un voyage de plusieurs jours à Aix-la-Chapelle pour rendre hommage à Charlemagne, tout un cirque, et croyez-moi qu'avec Napoléon, rien n'était fait dans la sobriété, donc c'était fait à grand renfort de pompe et de protocole. Ça a été un bide total. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et d'ailleurs, après, il l'a tout de suite vu. Il a dit, OK, bon, Charlemagne, on laisse tomber, on n'insiste pas. Le sacre lui-même, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sacre parce qu'il y a le tableau de David, qu'évidemment, c'est un moment symboliquement fort. Mais dans les faits, le sacre, ça n'a pas beaucoup plu aux Français. Ça n'a pas fait plaisir aux catholiques parce qu'ils avaient l'impression qu'on instrumentalisait le pape, et ça n'a pas fait plaisir à ceux qui n'étaient pas catholiques parce qu'ils avaient l'impression qu'on remettait de la religion dans l'exercice de l'État, ce qu'ils ne voulaient pas. Ça n'a pas été un événement très populaire, vous voyez. Donc, si on organise un événement aussi extravagant que le sacre, avec des déplacements avec Aix-la-Chapelle et compagnie, et que ça ne suscite pas d'intérêt, c'est bien que vous ne pouvez pas forcer les gens à faire une chose qu'ils ne veulent pas. Je prends un dernier exemple, à l'opposé celui-ci. Par exemple, vous savez qu'il est de coutume et de tradition en France de rendre hommage à nos morts. La République se structure aussi autour des enterrements. Vous voyez, hein, c'est pas nouveau, la panthéonisation, blablabla. Bon, d'accord. Au 19e siècle, il y a des rassemblements spontanés autour de certaines personnes mortes. Par exemple, le général Lamarque, quand il meurt, il y a des milliers de Parisiens qui se retrouvent autour de son cercueil, mais personne ne leur a demandé d'être là. Ils s'y sont mis spontanément, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, Lamarque est devenu un héros de la République. Mais alors oui, il y a 2-3 mecs qui ont organisé les cortèges, mais spontanément, ils l'ont fait seuls. Donc ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que c'est pas la peine de croire que on a trop de pouvoir sur l'écriture de notre histoire, puisque dans les faits, on se l'a choisi spontanément en fait. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Anseau? Est-ce que, pour le dire autrement qu'Arthur Chevalier, est-ce qu'on instrumentalise peut-être un peu trop l'histoire et les mémoires aujourd'hui?
Chevalier. Alors, je vois le compteur qui tourne. Je vais vous poser la question peut-être plus grandement après une courte pause, parce que ça fait penser aussi le sacre de Napoléon à Notre-Dame. Ça nous fait penser à la restauration de Notre-Dame. On en parlera après une courte pause. Ça fait un bon teasing pour ceux qui nous écoutent. On se retrouve avec Éric Anso, Arthur Chevalier et Guillaume Perrault en toute vérité sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité. On parle d'histoire ce matin. Comment peut-on encore raconter l'histoire de France dans une société archipélisée? Est-ce que nous avons besoin d'histoire, de mémoire, d'un peu de roman national aussi? On pose la question ce matin à Guillaume Perrault, rédacteur en chef histoire au Figaro. Voyage dans l'histoire de France, c'est aux éditions Perrin. Nous avons aussi avec nous Arthur Chevalier, auteur de l'histoire à l'épreuve des émotions, c'est aux éditions du Cerf, et Éric Anso qui s'attaque à l'histoire de la nation française dans un livre qui pourrait être une référence dans le futur, Histoire de la nation française, c'est aux éditions Taillandier. Éric Anso, avant la pause, on s'interrogeait sur l'instrumentalisation de l'histoire et de la mémoire. On n'a jamais autant commémoré, je dirais, qu'aujourd'hui. Est-ce que ces commémorations sont utiles, permettent de créer une forme de récit national, ou est-ce que, comme le disait Arthur Chevalier, finalement, les peuples se choisissent leur histoire? Oui, alors je souscris tout d'abord totalement à ce qu'ont dit Guillaume et Arthur tout à l'heure. Effectivement, il y a une forme d'instrumentalisation de l'histoire. Les commémorations, si vous voulez, y participent. Alors la République a cherché à canaliser les choses, a été créé dans les années 1990 un haut commissariat aux commémorations nationales, et puis on a eu, alors il y a des historiens bien sûr qui en ont fait partie, des historiens éminents, et puis on a eu un certain nombre de problèmes avec la commémoration. Je rappelle que commémoration ne veut pas dire célébrer, mais c'est se souvenir en commun de ce qui a fait la grandeur et peut-être la petitesse de notre histoire. Il y a eu l'affaire Céline il y a quelques années, et ce haut commissariat aux commémorations nationales s'est en quelque sorte autodissous, puisqu'un certain nombre d'historiens qui ne comprenaient pas pourquoi on retirait Céline ont démissionné. Et depuis, on a créé France Mémoire. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des formes d'instrumentalisation de l'histoire, ou des recherches d'instrumentalisation. Pour revenir au sujet qui m'a occupé, qui est celui de la nation. La nation, elle naît bien évidemment très haut, elle naît au Moyen-Âge, et les rois vont chercher à s'appuyer, à faire de la propagande autour de ce peuple transformé en nation pour leur propre grandeur. Donc dès l'époque des rois, vous avez déjà ces formes d'instrumentalisation qu'on retrouve aujourd'hui bien évidemment sous la République. Guillaume Perrault, vous qui êtes passionné d'histoire mais aussi journaliste et qui faites le lien entre le passé et le présent, par exemple la cérémonie qu'il y a eu autour de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'instrumentalisation d'un événement par le pouvoir, c'est aussi une émotion réelle des Français, puisqu'on voit que ça a eu qu'il y a une émotion réelle et qu'il s'est passé quelque chose au moment de cette cérémonie. Comment vous définiriez ce moment, et est-ce qu'il va rester dans les livres d'histoire à votre avis? Alors, je suis réservé envers l'expression instrumentalisation, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, mais qui traduit une suspicion quand on l'emploie, une suspicion à l'égard de ce qu'on décrit. Si on instrumentalise, c'est un ton un peu d'accusateur envers ce qui se passe. Qu'ont fait les pouvoirs publics à l'égard de Notre-Dame quand ils ont réouvert ce lieu que le monde entier connaît, eh bien, qui est associé à Paris et aux gloires de la France? Ils ont simplement essayé de donner à la réouverture de ce lieu l'éclat qu'il méritait. Donc moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien ce qui s'est passé. Et ça m'a paru être fait de la façon la plus digne possible, à part les orgues qui étaient assez éprouvants pour les nerfs pendant la cérémonie. Mais il faut bien qu'on avait l'impression, à l'espace d'un instant, d'être dans Fantomas. Le fait que le président de la République fasse un discours à l'intérieur de la cathédrale. Écoutez,
je crois que là, c'était vraiment... il n'y avait pas lieu de faire de polémique là-dessus. Bien sûr, on peut dire qu'il a essayé de marquer des points personnellement, mais enfin... Tout le monde aurait fait pareil à sa place. De Gaulle a assisté à un tédéum à la libération de Paris. On tirait même encore dans la cathédrale ou aux alentours le 25 août ou le 24 août 1944. Il y a eu énormément d'événements nationaux de notre histoire qui sont associés à ce lieu. Donc je crois que vraiment, il n'y avait pas lieu de faire de polémique là-dessus. Juste un mot sur les commémorations. Il est vrai qu'on transfère au Panthéon beaucoup plus de personnalités que jadis. Je voudrais juste rappeler que De Gaulle, en 10 ans, a transféré Jean Moulin au Panthéon en décembre 64, point barre. C'est tout. Hein. Pompidou, personne. Giscard, personne. Et Mitterrand, dans son premier septennat, si ma mémoire est bonne, je suis plus prudent, je crois qu'il n'y a eu aucun transfert au Panthéon. Il y en a eu, il s'est rendu, lui, au Panthéon pour honorer 3 personnes, mais il n'a pas transféré de personnalité. Nouvelle. En revanche, une fois qu'il a été réélu, il a transféré Jean Monnet. C'était symptomatique du sens qu'il entendait donner à son deuxième l'ouverture européenne, notamment. Voilà, la construction européenne telle que lui la concevait. L'abbé Grégoire a été transféré au Panthéon et Monge également, je crois me souvenir, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française en 1980. Et Emmanuel Macron bat des records de panthéonisation. Oui. Et donc là, c'est plus problématique. On a l'impression que la République devient un peu une entreprise de pompes funèbres et qu'il faut transférer régulièrement des grands... Mais je termine juste là-dessus. Rappelez-vous, tout le monde connaît la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Un an, jour pour jour ensuite, il y a ce qu'on appelle la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. La fête qu'on célèbre, d'ailleurs, tout le monde l'oublie. Voilà, c'est ça. Et non pas la prise de la Bastille. On le dit en tout cas, c'est un sujet de débat historique. Quand la Troisième République a choisi quelle date honorer, quel sens donner à ce 14 juillet, fête nationale, je voulais juste rappeler, c'est que la fête de la Fédération, avec Louis XVI, qui prête serment de respecter la Constitution, avec toute la famille royale, avec les corps constitués, c'est le sens que les pouvoirs publics, à l'époque, ont essayé de donner à l'événement qui était la prise de la Bastille un an plus tôt. Donc, comme notre histoire est tourmentée et qu'il y a des forces, disons, peut-être pas de désagrégation, c'est peut-être un peu brutal, un peu excessif, mais enfin, il y a une tendance au conflit interne très fort en France, eh bien, les pouvoirs publics s'efforcent de donner un sens aux événements. Marc Bloch au Panthéon, puisque vous avez évoqué le sujet, c'est une bonne nouvelle. Et vous qui aimez bien les liens entre le passé et le présent, c'est un clin d'œil à l'histoire. L'étrange défaite de Marc Bloch, ça peut être la nôtre. L'étrange défaite de Marc Bloch est un très grand livre. Un livre remarquable que pour ma part je relis tous les ans. Et pourquoi est-il remarquable? Par l'exigence personnelle de lucidité de l'auteur qui ne ménage personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corporation qui est épargnée tout le monde en prend pour son grade. Pas seulement les adversaires politiques de Marc Bloch, pas seulement les gens qui l'aiment pas. Il passe tout le monde en vue et ça se termine, la troisième partie de mémoire. Ça s'appelle Examen de conscience d'un Français et c'est la plus touchante parce qu'on voit revivre la France de 1939 et cette exigence de vérité, ce patriotisme ardent. Je rappelle qu'il a été volontaire pour aller exposer sa vie en 1939-40, alors que c'était un ancien combattant de 14-18 et que son âge et ses charges de famille auraient pu lui permettre d'être tranquille dans un bureau. Il ne l'a pas fait. Donc, à tous égards, je trouve que c'est un très bon choix, mais il suffit pas de citer Marc Bloch, il faut lire son livre, et croyez-moi, c'est très étonnant, parce que tout le monde en prend pour son grade. Je me permets d'intervenir. Éric Anseau, vous vous réjouissez de la panthéonisation de Marc Bloch, et est-ce que vous voyez des liens entre cette période-là? Ça a été beaucoup fait, on parle beaucoup d'étranges défaites aujourd'hui, ou est-ce que c'est totalement anachronique? Est-ce que la crise de régime est comparable à celle que décrivait Marc Bloch? C'est beaucoup moins dramatique, effectivement, puisque la France n'est pas occupée, mais est-ce qu'on voit quand même des points communs entre notre époque et celle de Marc Bloch? Oui, il y a deux choses dans votre question. Et tout d'abord, je rebondis sur ce que disait de façon très pertinente Guillaume Perrault à l'instant. Effectivement, Marc Bloch est très important pour un sujet comme la nation, parce qu'il a dit que pour faire nation, il fallait être capable de célébrer en même temps le baptême de Clovis et la fête de la Fédération. Donc les admirateurs d'une France monarchique et chrétienne, et puis la Révolution française dans une phase, on en conviendra, assez modérée. Donc moi j'ai été très tôt
partisan de la panthéonisation de Marc Bloch, donc vous vous en doutez que je m'en réjouis énormément aujourd'hui. Alors Guillaume l'a dit à l'instant, c'est un très fin analyste de la période qu'il vit. Marc Bloch, c'est un grand historien médiéviste, mais c'est aussi en quelque sorte un historien du temps présent, et il a vu la faillite des élites de la Troisième République, pas seulement les élites politiques, mais les élites intellectuelles, et il était lucide sur lui-même, il mettait les universitaires et les savants dans le lot, et aussi bien évidemment les militaires. Végan, Gamelin en prennent pour leur grade, et Pétain bien évidemment aussi dans son étrange défaite. Alors y a-t-il un parallèle? Ben oui, et dans un de mes livres précédents qui portait sur les élites, je faisais le parallèle entre 1940 et toutes choses égales par ailleurs, la situation que l'on vit, à mon avis, et je pense que c'est un constat que partageront les interlocuteurs et les auditeurs, on a une faillite de nos élites dirigeantes aujourd'hui, indéniablement. Merci Éric Anseau, merci Arthur Chevalier, merci Guillaume Perrault. On se retrouve après une courte pause. En toute vérité, on continue à parler de l'histoire de France, comment la raconter aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur notre présent. À tout de suite sur Sud Radio, En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, En toute vérité. Ce matin, on parle d'histoire de France. On essaie de faire des liens entre notre histoire et l'actualité. On se demande aussi est-ce que l'histoire peut donner du sens au présent, particulièrement dans une France archipélisée. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Perrault. Voyage dans l'histoire de France, ça vient de paraître dans la collection Tempus aux éditions Perrin. Avec nous également Éric Anseau qui s'attaque à une histoire de la nation française, c'est chez Taillandier, et Arthur Chevalier, auteur de l'histoire à l'épreuve des émotions. C'est paru il y a quelques semaines déjà aux éditions du CERF, il y a un an peut-être, mais c'est un livre toujours utile. Arthur Chevalier, on parlait tout à l'heure de l'instrumentalisation aussi de l'histoire, ou de la commémoration, de l'importance de la commémoration. C'est pas toujours de l'instrumentalisation. On a parlé notamment de Notre-Dame. Je sais que vous étiez présent ce jour-là. Vous aviez été invité par le président de la République pour être totalement transparent. On sent qu'Emmanuel Macron est en difficulté politique. Est-ce qu'il va être tenté justement de commémorer encore plus? On disait avant la pause que c'était le recordman des panthéonisations, le recordman des commémorations. Est-ce qu'il va poursuivre dans cette voie? Forcément, parce qu'il a moins de pouvoir exécutif que lors de son premier quinquennat, et qu'il a que ça à faire, vous me dites. Voilà. Est-ce que ça va être la suite de son quinquennat? Et est-ce qu'il a créé un récit autour de lui ou pas, Emmanuel Macron? Est-ce que en même temps fait qu'on a du mal à connaître sa vision de l'histoire de France? Alors, je vais répondre en deux temps. Premièrement, je vous donne une information, il n'y aura pas beaucoup plus. Parce que, difficile de faire plus, vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 panthéonisations prévues qui devront être faites, puisqu'elles ont été annoncées, donc elles vont avoir lieu. Voilà. Il y aura sûrement quelques événements ici ou là, mais bon, ça va pas. Ils sont pas non plus complètement tarés à l'Élysée. Ils savent très bien que vous pouvez pas user infiniment de cet outil, sinon évidemment vous démonétisez la chose. Non, pour Emmanuel Macron, je pense qu'il y a un premier élément, et ça on peut pas trop lui en vouloir, mais bon, comme je le défends tout le temps, évidemment, on va dire que je prends son parti, mais c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que je pense que n'importe quelle personne à sa place face au pays qui a évolué pendant 7 ans aurait fait la même chose. Je veux dire par là que la France qu'il a prise en étant élu n'est plus la France qu'il a face à lui aujourd'hui, si je puis dire. Je pense qu'il a senti, en étant au pouvoir, de façon plus ou moins précise, que y avait, c'est pas un délitement, mais qu'il y avait une crise identitaire qui était au moins aussi forte, aussi palpable que la crise sociale que lui, pour le coup, avait prévu quand il a pris le pouvoir. Je pense pas qu'il s'attendait à avoir une crise identitaire, pour le dire clairement, aussi forte que celle-ci. Et donc, il y a on l'a vu, on va dire les choses, il y a un virage à droite de la politique mémorielle d'Emmanuel Macron qui est très clair. On a commencé avec, même si cette phrase a d'ailleurs été beaucoup caricaturée parce qu'on la sort de son contexte, mais avec « il n'y a pas de culture française », qui n'est pas ce qu'il a voulu dire, mais enfin il l'a dit. Et là maintenant, on en est depuis 1 an et demi. Le
depuis le débarquement en Normandie, quoi, globalement. Ça avait commencé au Mont-Saint-Michel avec le millénaire de Mont-Saint-Michel et les 150 ans de la République aussi, la France commence avant la Révolution. C'est-à-dire que c'est le discours de Notre-Dame, c'est-à-dire que on fait maintenant l'apologie des rois de France et on rappelle que, quand je dis ça, c'est pas... Je pense pas à mal, hein, voilà. Bon, depuis le début, Emmanuel Macron se comparait à Jupiter. Il avait fait une interview où il disait que la France avait besoin d'un monarque. Emmanuel Macron a une conception monarchique il a une conception de la France qui est comparable à celle de Mitterrand. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron pense que la France c'est son peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que la France est traversée par des régimes politiques, des révolutions. La France, c'est quand même 14 régimes en 2 siècles, c'est énorme, c'est un record européen. Il pense qu'en fait, les peuples sont traversés par ces régimes et ces bouleversements politiques, mais que le peuple, lui, ne change pas. C'est-à-dire qu'il peut changer, mais pas sous l'effet des revirements politiques, des coups d'État, des révolutions. C'est pas ça qui change le peuple français. Donc il pense qu'il y a une continuité, exactement comme Mitterrand. Et donc Emmanuel Macron lit l'histoire de France comme une seule et même chose, une seule ligne droite qui est traversée sur une frise chronologique par des événements, mais qui ne change pas fondamentalement la nature de la définition de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce qu'il essaye de faire en réalité, chacun peut juger que c'est bien ou c'est mal, c'est pas la question. Ce qu'il essaye de faire, c'est d'actualiser la définition de la France parce qu'il pense que c'est nécessaire et que la France le demande. En fait, je pense que quand on voit une inflation de la politique mémorielle d'Emmanuel Macron, réelle, un revirement de sa propre opinion là-dessus. On est parti de quelqu'un d'assez libéral à un républicain contraignant, on va appeler ça comme ça. Je pense qu'Emmanuel Macron répond plus à une demande qu'il sent dans le pays qu'à un désir que lui a en lui, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que véritablement, il pense que les Français ont envie de ça. C'est mon interprétation, il me l'a pas dit, et voilà. Donc, et cette inflation mémorielle, elle vient du fait que, voilà, il pense que les Français ont envie d'entendre parler de la France. Ils ont envie d'entendre parler de la nation, ils ont envie d'entendre parler d'une France qui a commencé il y a bien longtemps, et ça répond aussi à la déconstruction. Je vois que Éric Anceau, depuis Perros-Guirec, veut prendre la parole. Éric Anceau, Arthur Chevalier nous dit le président de la République sent que les Français veulent qu'on leur parle de la France. Donc ça tombe bien pour votre histoire de la nation française, ça. Ah, on a... Exactement. Alors, si vous voulez... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, on vous entend bien. Vous pouvez y aller. Il y a eu une petite coupure, oui, mais alors, si vous voulez, on m'accusera pas d'être pro-Macron, hein, parce que par exemple sur une thématique de la laïcité, j'ai montré dans un livre qu'il avait changé quand même 4 fois de pied. Alors sur l'histoire, moi je trouve une continuité plus grande. Arthur dit qu'il a évolué. En fait, faut pas oublier qu'avant d'être élu président, il s'était rendu quand même à Orléans, hein, pour les commémorations joanniques. Jeanne d'Arc, il avait été au Puy du Fou chez Philippe de Villiers. Il avait visité nuitamment avec Brigitte Macron la basilique de Saint-Denis. Alors, c'est peut-être sa mégalomanie en disant, voilà, je m'inscris dans la tradition des rois. Non, il y a une forme de continuité. Il ne faut pas oublier non plus qu'il avait aidé Paul Ricoeur à écrire l'un de ses grands livres sur la mémoire, l'histoire et l'oubli. Et Paul Ricoeur, dans ce livre, disait, et je crois que Emmanuel Macron s'en est imprégné, nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés, d'une part, de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc moi je vois plutôt une forme de continuité chez Macron. Alors même si indéniablement, comme tu le disais Arthur, étant en difficulté, il a tendance aussi à en rajouter peut-être plusieurs couches. Hein. On est d'accord. Éric Anceau, vous vous attaquez donc à une montagne, l'histoire de la nation française. Est-ce que vous-même, vous avez un prisme, une vision? On sait très bien que l'histoire de France de Bainville n'est pas la même que celle de Michelet, et que les historiens sont aussi des êtres humains qui sont dans leur époque. Comment avez-vous abordé cela? Avec un souci d'objectivité, d'un souci scientifique, de neutralité? Ou est-ce que tout de même, vous avez une vision et au moins un fil rouge? Alors, il est très dur de dire qu'on est bien évidemment complètement objectif. Malgré tout, je me suis efforcé de l'être. En fait, je suis parti, si vous voulez, de la grande conférence d'Ernest Renan en 1882, au début de la Troisième République. Qu'est-ce qu'une nation? Et dans cette conférence, il dit par exemple que c'est une idée claire en apparence, mais qui prête très souvent au plus dangereux malentendu, mais il essaie en 1 heure de conférence de la définir. Et il dit 2 choses qui me semblent très justes. Il dit d'une part que la nation, c'est à la fois un très riche legs de souvenirs. Donc là, il s'inscrit dans un passé
très très long. On évoquait tout à l'heure nos monarques capétiens qui ont fait naître la nation. Il y a plusieurs jalons très très importants. Après, la monarchie absolue joue un rôle considérable. Et puis bien évidemment, c'est aussi, dit-il, le désir sans cesse renouvelé de vivre en commun. Et il appelle ça le plébiscite de tous les jours. Et là, on évoquait tout à l'heure la fête de la Fédération. C'est ça aussi. Donc si vous voulez, la nation, c'est un peu des deux. C'est une construction historique avec des moments très forts de cristallisation. La Révolution française a été l'un de ces moments indéniables de cristallisation. Et c'est cette très longue histoire que je cherche à décrire dans ce livre. Guillaume Perrault, on le disait, votre voyage dans l'histoire de France, effectivement, on n'a pas l'ambition de raconter toute l'histoire de France, mais on a comme ça des moments très très bien racontés, et aussi une réflexion sur notre présent. Je change un peu de sujet brutalement, mais c'est, je trouve, un des sujets d'actualité et qui n'est pas sans lien avec les questions qu'on posait sur l'utilisation de la mémoire, sur les commémorations. Il y a un sujet dont Emmanuel Macron s'est emparé depuis son premier quinquennat, c'est le sujet de la guerre d'Algérie, qui est un sujet brûlant, qui n'est pas forcément au cœur de votre livre, mais c'est un sujet que vous connaissez bien, et puis qui est d'actualité avec l'affaire Boualem Sansal, où on voit bien que les Algériens instrumentalisent, le régime instrumentalise beaucoup cette guerre pour souder une partie de la nation autour de ce régime, pour déstabiliser la France. On a vu apparaître des influenceurs qui ont une vision de l'histoire de France et de l'Algérie pour le moins particulière, et qui ont déchaîné un certain nombre de violences, appelées à la violence contre la France. Cette histoire de la guerre d'Algérie, c'est une plaie qui n'est pas refermée, Guillaume Perrault. D'abord, je voudrais dire que la population de l'Algérie, si ma mémoire est bonne, a quadruplé depuis l'indépendance. C'est un pays extrêmement jeune, et je suis certain, je sais même que la grande majorité des Algériens aujourd'hui n'ont que faire des polémiques mémorielles sur la guerre d'Algérie. Ils ont d'autres soucis, et la junte militaire qui dirige le pays depuis plus de 60 ans et qui capte une grande partie de la richesse nationale à son profit, eh bien, elle est jugée très sévèrement par la grande majorité des Algériens qui n'appartiennent pas à la clientèle du régime, et qui sait très bien que le régime utilise cette question douloureuse de la mémoire de la guerre d'Algérie avec un grand cynisme, puisque les mêmes goûtent les plaisirs de la vie en France, viennent faire leurs courses, ou se faire soigner, mettre leurs enfants à l'école, voilà, ou investissent dans la pierre au cas où il y ait une révolution de palais qui les oblige à quitter, qui oblige leur clan à quitter rapidement Alger, comme ça arrive parfois. Voilà, donc si on laisse ce côté pénible pour aborder le fond de la question, que dire? D'abord, un souvenir qui est douloureux pour moi, parce qu'il renseigne sur mon âge. Il y a 30 ans, à la cérémonie d'investiture de Jacques Chirac, en mai 95, une journaliste de télévision lui dit « Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous comptez faire sur la mémoire de la guerre d'Algérie, l'Algérie avec laquelle nous avons des problèmes ?» Et là, 30 ans plus tard, on est en train de reposer la même question. C'est lancinant, c'est comme une plaie qui ne cicatrise pas. Pourquoi ne cicatrise-t-elle pas? Parce qu'on l'entretient en prétendant la guérir. On ne guérit rien du tout. On entretient une plaie qui ne peut pas, c'est une question qui ne peut pas avoir, qui est si douloureuse qu'elle ne peut pas avoir de solution satisfaisante si les pouvoirs publics s'en mêlent, en tout cas. Ce n'est pas possible. C'est aussitôt, pour le coup, instrumentalisé par des groupes de pression, par des gens qui aussi, certains universitaires peuvent aussi avoir un intérêt personnel. C'est un créneau porteur de parler de la guerre d'Algérie. On ne citera pas de nom. Ils ne sont pas présents sur ce plateau. Écoutez, en tout cas, je crois que le meilleur service qu'on peut rendre aux historiens, c'est de les laisser travailler librement du sujet. La difficulté, je mesure l'extrême difficulté pour les professeurs de lycée de parler de cette question, ça c'est sûr. Merci Guillaume Perrault, merci Eric Anso, Arthur Chevalier. On se retrouve après une courte pause pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite en toute vérité sur Sud Radio.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité. On parle d'histoire ce matin. Comment raconter l'histoire de France dans une société divisée, archipélisée, fracturée. Avec nous, 3 historiens, 3 passionnés d'histoire. Guillaume Perrault, rédacteur en chef histoire au Figaro, auteur de Voyage dans l'histoire de France. C'est aux éditions Perrin, ça vient de paraître. Arthur Chevalier, auteur de l'histoire à l'épreuve des émotions. C'est aux éditions du CERF, et Éric Anseau, une nouvelle histoire de la nation française qui est à paraître aux éditions Taillandier. Éric Anseau, justement, comment raconter l'histoire de la nation française aujourd'hui? C'est extrêmement compliqué. Avant la pause, avec Guillaume Perrault, on évoquait la guerre d'Algérie et comment cette guerre est une plaie qui n'est toujours pas refermée. Comment on aborde les heures de lumière de la nation française, mais aussi les heures sombres dont la guerre d'Algérie fait en partie, fait partie, même si c'est pas simplement des heures sombres, c'est plus compliqué que ça. Mais justement, comment on évoque tout cela? Et est-ce que ces choses-là ne sont pas trop évoquées dans le débat public comme une sorte de réquisitoire contre l'Occident? C'est ce que dit d'ailleurs Guillaume Perrault dans l'excellente préface de son livre que je vous invite à lire. Ah non, mais d'une part, je vous rejoins complètement, et ce que disait à l'instant Guillaume Perrault est lumineux, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, réactiver constamment la guerre d'Algérie, ça n'est rendre service à personne en tout cas qui est de bonne foi, puisqu'on comprend bien pourquoi on réactive les choses pour jeter de l'huile sur le feu, et il a évoqué le rôle très négatif, en fait, effectivement, des militaires qui sont au pouvoir en Algérie, qui ne maîtrisent rien, le peuple algérien souffre, et pour faire oublier ses turpitudes, il ressort effectivement le ressenti vis-à-vis de la France. Moi, j'aurais tendance à me référer au grand Albert Camus, notre prix Nobel de littérature, qui, comme vous le savez, avait été élevé en Algérie. Et dans ses chroniques algériennes en 1958, il nous disait qu'il est bon qu'une nation, bien évidemment, soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs, et Dieu sait qu'il y en a eu dans notre histoire de France, mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même. Ça, c'est tout à fait fondamental, et il est dangereux, en tout cas, de lui demander de s'avouer coupable et de se vouer à une perpétuelle repentance. Donc ça, c'est très, très éclairant. Bien évidemment, il ne faut pas occulter les pages noires de notre histoire, ne serait-ce que parce que nous avons des enfants issus de l'immigration, des enfants de la 2e, 3e génération maintenant, et voilà. Mais soyons très fiers aussi de notre histoire. À mon avis, on a beaucoup plus de pages glorieuses que de pages noires dans l'histoire de France. Arthur Chevalier, on rappelle le titre de votre livre, l'histoire à l'épreuve des émotions. Est-ce que on a raconté l'histoire de France, notamment ces pages sombres, de manière en jouant trop sur l'émotion, pour ne pas dire sur la culpabilité? Je dirais qu'on peut pas raconter l'histoire sans émotion, de toute façon, ça n'existe pas. Donc en fait, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, elles sont abordées avec émotion, parce que même, d'ailleurs, en réalité, les historiens essayent de mettre le moins d'émotion possible pour rendre un travail tout à fait objectif. C'est l'ambition, du moins, de l'histoire telle qu'elle a été conçue à l'université au 19e siècle, ça, bien sûr. Mais premièrement, eux-mêmes sont des individus, donc en fait, moi, l'objectivité des historiens, je n'y crois pas. Pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que ce sont des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? On vit dans un monde de fantasmes par rapport à ça. L'absence d'opinion politique des gens, ce sont des individus, ça existe, voilà. Et deuxièmement, les gens à qui ils s'adressent, à savoir des Français, n'ont que des émotions avec l'histoire et réagissent essentiellement émotionnellement. Bien sûr que vous avez ici ou là des passionnés d'histoire historienne qui lisent des livres, qui ont des débats pointus ou pour ainsi dire de geeks en histoire, vous voyez, sur tel ou tel point, et on s'engueule un peu sur les sources, sur l'interprétation de tel ou tel fait. Mais la réalité, c'est que 95% des gens qui adorent l'histoire de France, les Français, c'est vraiment un peuple passionné d'histoire, ils ont une réaction émotionnelle à ça. Donc c'est pas la peine de faire le pari de la précision et de la contradiction, puisque a priori, de toute façon, il va y avoir une dose d'émotion. Il faut quand même bien sûr que oui. un minimum de faits. Non, mais mais c'est pas du tout ce que je dis. Je suis pas en train de, je fais pas l'apologie de l'absence de faits, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que
on ne peut pas parler... Vous voyez, par exemple, quand le président Chirac décide de présenter ses excuses au nom de la France pour la déportation des Juifs de France, on ne peut pas imaginer que ce soit un grand moment de rationalité et de raison froide. Évidemment qu'il y a une part émotionnelle très forte là-dedans. C'est évident, puisque les gens à qui il en parle sont chargés d'émotions. Enfin, c'est un moment fort. C'est pas méchant de le dire. C'est comme ça, quoi. Vous voyez, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Donc, je pense que de toute façon, rêver d'un pouvoir politique qui parlerait d'histoire sans émotion, c'est une gageure, ça ne peut pas exister. C'est d'ailleurs leur métier de charger l'histoire émotionnellement, puisque une nation, elle se poursuit aussi grâce à l'émotion. Hein, c'est quelque chose d'irrationnel, mais c'est la vérité. Les historiens doivent évidemment livrer un travail expurger au maximum des émotions, mais enfin, je ne crois pas à un monde où nous lirions l'histoire sans émotion. Vraiment, je n'y crois pas. Ne serait-ce que parce que nous avons une chose très simple qui s'appelle des goûts et des désirs. Vous voyez, moi j'adore l'histoire, je suis éditeur en histoire, je suis lecteur d'histoire, j'écris des livres d'histoire. Ben, je dois dire qu'il y a des sujets dans l'histoire de France qui m'intéressent pas. Non mais j'ai beau me forcer, j'arrive pas à m'y intéresser. Et ben justement, on va un peu terminer l'émission comme ça. Il nous reste 4 minutes. Une dernière question pour vous tous. L'histoire, c'est une question d'émotion, c'est une question de passion aussi. On a 3 passionnés autour de la table. Qu'est-ce qui vous a donné la passion de l'histoire de France, Arthur Chevalier? Et si dans votre roman national personnel, quel moment de l'histoire de France retiendrez-vous? Moi, j'ai 2 choses qui m'ont stimulé en histoire. C'est les châteaux des rois. Donc le château de la Loire et le château de Versailles. Quand j'étais petit, je passais ma vie avec mes parents à visiter ces châteaux, à tel point que je me déguisais en mousquetaire quand j'allais les visiter, vous voyez, donc c'était une vraie folie. Et après, évidemment, c'est Napoléon qui est devenu quelque chose sur lequel j'ai travaillé, avec un atlas des guerres napoléoniennes de Jean Tullard, chez Larousse, qui est réédité très souvent. Donc voilà, donc c'est 2 choses très palpables et très concrètes. Voilà. Éric Anceau. Ah oui, alors moi c'est pareil, hein, c'est des souvenirs d'enfance et c'est mon papa aussi qui m'emmenait au musée des Invalides et au musée Carnavalet le dimanche. Et vous voyez, il était artisan, simple artisan, mais ça rejoint ce que disait Arthur, passionné d'histoire. Nous sommes un peuple français, le peuple français, un peuple passionné d'histoire. Et si vous aviez un moment à retenir, un moment ou plusieurs, un grand homme, disons, un événement à retenir de l'histoire de France? Ah bah écoutez, là je sors de la neutralité. Bon, vous savez sans doute que moi je suis à fond de Gaulle et mon premier souvenir de télévision, c'est les images de son voyage en Irlande. Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est l'histoire en train de se faire, puisque à l'époque, vous ne saviez pas que ce serait une image qui resterait dans l'histoire. Ou peut-être vous le saviez, vous l'avez senti tout de suite. Oh ben, j'avais 4 ans, hein, pour tout vous dire. Mais après, l'autre image qui me revient, c'est l'homme de Kiev qui passait à la télé dans les dossiers de l'écran. Et on était en avril 74 et les dossiers de l'écran s'interrompent. On voit le journaliste Philippe Arroir qui nous apprend la mort du président Pompidou. Et ça m'a marqué. Là, j'avais pour le coup 7 ans et demi et c'est resté ancré dans ma mémoire. Et il y a peut-être ma volonté de faire de l'histoire politique suite à ces événements marquants. Guillaume Perrault, dans votre préface, vous revenez de manière très émouvante sur votre passion de l'histoire de France. Là aussi, c'est lié à des souvenirs d'enfance, notamment avec vos grands-parents. Comment est née cette passion? Et même question que pour les autres, si vous deviez retenir, vous qui racontez des passages de l'histoire de France, si vous deviez en retenir un, plus peut-être une personnalité qui vous a particulièrement marqué, quelle serait-elle? Alors, on a un rapport particulier avec les périodes historiques sur lesquelles on a eu des témoignages directs par sa famille, par des parents ou grands-parents qui l'ont vécu. Moi, mon grand-père, son premier souvenir incontestable, à 6 ans, c'était la mobilisation générale, 1er août 1914, dans un petit village de Creuse. C'est ce qu'il m'a raconté. Donc évidemment, quand vous avez eu la chance d'avoir ces témoignages-là, cela vous touche. Au début des années 80, mes institutrices, dans une petite école de quartier public du 11e, faisant fi de toutes les réformes, habits et autres qui étaient en train d'ôter des heures à l'enseignement de l'histoire, m'ont enseigné une histoire qui était encore très Mallet et Isaac et même un peu Lavis. C'est-à-dire que je suis sorti à 11 ans, je suis arrivé en 6e, je connaissais le traité de Paris, 1763, la perte du Canada. Vous voyez, j'ai eu une histoire extrêmement traditionnelle. Et ça m'a été
Extrêmement utile. Extrêmement utile et profitable. Et je m'arrête là parce que. Et Alain Decaux, après, a joué un grand rôle. Oui, on n'a pas pu parler d'Alain Decaux, mais l'histoire est aussi une affaire de transmission. C'est ce qui a été dit. Ça peut être les parents, les grands-parents, mais ça peut être aussi un grand livre, un grand conteur. Et du coup, je vous invite à lire, j'invite à lire tous les livres de cette émission et la préface et le livre de Guillaume Perrault. Mais dans votre préface, effectivement, vous rendez hommage à Alain Decaux. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce dimanche pour En toute vérité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.